à l'écoute du balado Chatting in the City. Ce podcast est une initiative du laboratoire de recherche de vulnérabilité, trauma, résilience et culture de l'Université d'Ottawa, aussi connu sous le nom de VITRAC, pour explorer la santé mentale dans les communautés noires. Le podcast fait partie d'un plus grand projet, le Becoming Project, qui est financé par l'Agence de santé publique du Canada. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode. Je m'appelle Leslie Zesseux et je suis l'une des mobilisatrices sociales du VITRAC Lab. Aujourd'hui, une invitée très spéciale se joint à nous. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Sadjo Pakita. Alors Sadjo, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs et auditrices? Oui, merci Leslie. Donc, alors, je suis candidate au doctorat en études féministes et de genre à l'Institut d'études féministes et de genre de l'Université d'Ottawa. Donc, j'ai commencé mon programme, on va dire, il y a environ 2 ans. Puis, je suis à la phase de récolte des données. Donc, je travaille sur les processus de subjectivation identitaire des femmes noires racisées qui travaillent dans le domaine de la santé, et plus particulièrement les infirmières noires, et comment finalement le racisme va impacter leur trajectoire personnelle et professionnelle, et notamment leur perception d'elles-mêmes et comment elles construisent ou redéfinissent leur identité. Voilà. Super, en tout cas, ça sonne très intéressant et on est vraiment très heureux de vous avoir aujourd'hui avec nous et on a très hâte d'entendre votre opinion et puis vos expériences et connaissances par rapport au sujet de l'épisode qui portera sur justement la représentation des femmes noires dans les services de santé. Alors, sans plus tarder, on va se plonger dans l'épisode du jour avec notre première question qui est: comment décririez-vous la représentation des femmes noires dans les métiers de soins, que ce soit dans les médias, la télé ou selon vos recherches? D'accord. Donc, moi, je vais principalement me baser sur les recherches que j'ai effectuées. C'est ce qui est, selon moi, le plus probant. Donc, dans un premier temps, j'ai déjà essayé justement de comprendre, avant de me pencher sur la question des infirmières noires, il fallait que je comprenne justement et que je justifie comment elles sont surreprésentées ou très bien représentées, on va dire, dans les domaines de la santé. Et de quelle manière, justement, on pouvait justifier cela. Donc, pour moi, déjà, le care, les métiers du care et du soin sont énormément genrés, mais ils sont aussi racisés. Et c'est ce que j'essayais de démontrer. Puis, tu as certains auteurs et autrices qui, justement, illustrent cette présence à travers une continuité, on va dire, historico-politique, de mise en service ou d'assignation des femmes racisées noires au métier du care et du soin aujourd'hui, depuis l'esclavage. Donc, ces mécanismes d'assignation des femmes racisées aux travaux du care et au métier du soin, de façon générale, sont aussi amorcés, on va dire, par un ensemble de systèmes qui sont légaux, politiques, économiques, juridiques, mais aussi et surtout racistes et coloniaux. Donc, on a une sorte de glissement des métiers du care illustrés par des figures anciennes, comme la nanny, la nounou ou la sage-femme pendant l'esclavage, vers celle des métiers du soin actuels, allant du soin à la petite enfance, aux soins médicaux avec la figure, par exemple, de la préposée au ménage ou de la préposée aux bénéficiaires, des infirmières, puis de toutes les personnes qui travaillent dans les crèches, les maternités et autres. Donc voilà. Il faut aussi noter dans un second temps qu'il y a eu des réformes néolibérales de l'État qui consistaient à cesser d'assurer finalement une grande partie des services, notamment de reproduction sociale, donc du care. Et on a ajouté à cela toutes les politiques économiques, de protection sociale et les politiques migratoires surtout, qui ont finalement favorisé aussi l'entrée des femmes immigrantes du Sud racisées vers le marché du travail dans le Nord global, donc dans les pays occidentaux la plupart du temps. Donc on parle d'une fuite du care vers le Nord global, entre guillemets, et il n'y a pas eu qu'un brain drain, par exemple, des pays du Sud vers les pays du Nord. Il y a aussi eu un care drain qu'on appelle important, qui vient combler finalement dans les pays du Nord un manque de main-d'œuvre qui peut y avoir justement dans ces métiers-là de care. Donc, je ne sais pas si je peux donner l'exemple du Québec récemment qui subit une pénurie justement
dans le domaine du care et qui a recruté cette année de nombreuses infirmières en provenance de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Congo. Donc ça, c'est un exemple qui vient, on va dire, justifier aussi la présence de personnes racisées ou d'origine immigrante ou descendantes d'immigrés dans ces travaux-là. Donc, il faut savoir aussi encore comme troisième point que c'est des métiers qui ne demandent pas une formation très longue. Donc, quand on considère le nexus genre, care et migration, je donne un exemple, quand une femme racisée va arriver ici dans un processus de migration qui veut s'insérer tout de suite sur le marché du travail, ce sont des métiers qui sont faciles d'accès et qui ne sont pas, on va dire, hiérarchiquement élevés dans le domaine de la santé. Trouver un travail rapidement, facile d'accès, qui va payer, c'est aussi échapper à une précarité qui peut arriver avec le statut de migration et tout ce qui va avec la reprise de longues études ou la non-reconnaissance des diplômes et des expériences antérieures qu'on peut avoir dans les pays d'origine et autres. Il y a certainement d'autres points qui peuvent justifier la présence des femmes noires dans les métiers du soin, mais pour moi, ce sont ces 3 points-là qui, globalement, permettent de justifier aussi leur présence actuelle dans les métiers du soin. Super, ben, un grand merci. Puis j'ai vraiment aimé le fait que vous ayez parlé comme de la précarité liée au statut d'immigration, puis aussi du fait que les métiers de soins sont genrés, mais aussi et surtout racisés. Et justement, on entend beaucoup parler du terme disparité raciale un peu partout, et j'ai l'impression que souvent on l'utilise sans forcément savoir ce que ça veut réellement dire. Alors, c'est ça notre seconde question. Comment est-ce que vous définiriez le terme de disparité raciale? Et puis, est-ce que vous aurez des exemples à nous donner sur la façon dont ce phénomène s'applique aux femmes noires spécifiquement, aux femmes racisées spécifiquement? C'est une question qui est très intéressante parce que j'ai constaté quand je faisais mes recherches aussi que quand on avait de la documentation qui était produite sur le racisme dans le domaine de la santé, on allait souvent s'intéresser à la relation qu'il y a entre le soignant et le soigné. Donc, c'est une relation quand même qui est hiérarchiquement différente parce qu'on a un professionnel de la santé et on a un client finalement qui va prendre le soin. Et on s'intéresse souvent à comment les patients sont victimes finalement d'inégalités raciales qui va justement démontrer cette disparité d'accès aux soins et cette disparité raciale justement d'accès aux soins aussi souvent. Donc, moi, je définirais le terme comme un accès hétéroclite, donc non homogène, aux ressources politiques, sociales et économiques. Et là, je peux faire référence, par exemple, à l'accès à l'éducation, à l'emploi, au logement et aux soins, comme on en parle aujourd'hui, qui est fortement influencé par la question raciale. Et je tiens toujours et encore à préciser, par aussi les questions socio-économiques comme la pauvreté, parce que ce sont les facteurs ne sont pas unifactoriels. Il y a plusieurs facteurs qui jouent justement dans le concours de la disparité raciale. Donc, je vais donner un exemple. La discrimination dans des contextes de soins et de santé, c'est plus souvent indirect ou systémique. Donc, la discrimination indirecte, elle va survenir quand on a un service qui est fourni pour tout le monde, le même service, qui est censé être équitable. Je dis bien censé parce que ce n'est pas forcément toujours le cas, mais pour des raisons multiples, que ce soit linguistiques, culturelles, raciales, religieuses ou autres, il n'est pas possible justement pour tous les membres d'un ou de plusieurs groupes d'avoir juste ce bénéfice équitable. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'on parle de disparité raciale. Donc, il y a aussi les facteurs sociaux, comme je le disais, et la femme noire, finalement, elle se retrouve à l'aune d'une intersectionnalité de facteurs qui les rend souvent plus vulnérables. Et j'entends par là tout ce qui est rapports sociaux de sexe, rapports sociaux de classe aussi. Donc, il y a le sexisme, il y a le racisme qui, combiné, nous renvoie au terme de Moya Bailey, la misogynie noire, par exemple. Et les inégalités auxquelles font face les femmes noires sont multiples et se recoupent dans plusieurs domaines. Là. Pour moi, il n'y a pas un seul domaine en particulier et la santé en est un bon exemple, que ce soit dans l'accès aux soins
ou dans la pratique de soins en tant que professionnel de la santé. Absolument. Et puis moi, je ne connaissais pas personnellement le terme hétéroclite. On en apprend tous les jours. Et puis c'est ça. Et c'est qu'on a parlé là un peu des inégalités raciales, puis de l'intersectionnalité. Et je pense que ça va parfaitement avec notre troisième question, qui est donc selon de nombreuses études, on voit justement qu'il y a vraiment beaucoup de femmes noires. Je pense qu'on est à 3 à 4 fois plus. En termes de chiffres, les femmes noires sont 3 à 4 fois plus susceptibles de connaître un décès lié à la grossesse que les femmes blanches. Et c'est quand même assez aberrant. Donc, selon vous, comment on peut expliquer ce si grand écart? Est-ce que c'est vraiment purement des causes sociales ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Premièrement, je pense il faut savoir qu'historiquement, le corps des femmes noires a été exploré et usé. Là, j'utilise vraiment explorer et user. C'est des termes qui sont forts peut-être, mais utilisés à des fins médicales, notamment dans le domaine obstétrique et gynécologique. Donc, il y a une image la plus connue, je pense que c'est celle de Sauthier ou de Sardi Bartman, où on dirait la Vénus Hottentot. Mais la connaissance médicale, c'est d'une part constituée aussi sur des catégories raciales. Et pour moi, c'est l'image même de l'objectification du corps des femmes noires. Et il y a deux principes justement d'objectification importants pour moi qui sont à l'œuvre ici, ce n'est pas les seuls, mais c'est celui de la violabilité, où on a un objecteur qui considère l'objet, donc ici les femmes noires, comme dépourvues d'intégrité, comme quelque chose qui est permis qu'on peut briser, qu'on peut écraser, enfoncer, et celui de déni de subjectivité, où l'objecteur traite l'objet comme quelque chose dont l'expérience et les sentiments ne doivent pas être pris en compte. Donc, c'est vraiment... on donne peu de crédibilité finalement aux personnes racisées et surtout aux femmes. Et c'est un problème aussi qui est multifactoriel selon moi et qui va considérer encore, comme tu disais tantôt, des facteurs socio-économiques qui sont influencés par une disparité d'accès aux soins de qualité pour les femmes noires qui sont souvent comptées, on va dire, et qui font souvent partie de la tranche de la plus pauvre de la population, par exemple. Donc, quand on ajoute à ça le racisme systémique et les préjugés, les stéréotypes raciaux du personnel soignant, par exemple, non racisé, conscient ou inconscient, hein, parce que voilà, je pense que c'est souvent des mécanismes dont on n'a pas toujours conscience, peut-être, qui peuvent avoir une forte influence et des conséquences dramatiques finalement sur l'expérience de la grossesse ou de l'accouchement. Donc, les femmes noires peuvent supporter la douleur ou on va apporter vraiment très peu de crédit à leur expérience, à la souffrance qu'elles peuvent ressentir ou à la douleur qu'elles peuvent ressentir. Donc ça, c'est des choses qui... Non, toutes les femmes noires ne sont pas fortes, toutes les femmes noires ne supportent pas la douleur, toutes les femmes noires ne sont pas agressives ou autres. Donc ça, c'est des stéréotypes et des préjugés qui font qu'on décrédibilise la parole ou l'expérience des femmes noires. Donc c'est comme une mise sous silence pour moi là. Et c'est comme si la communication finalement entre le personnel de la santé et les soignantes était rompue. Donc, il n'y a pas de communication. Moi, j'ai lu des articles aussi sur des femmes noires qui se sont retrouvées avec des césariennes, ou des femmes autochtones aussi souvent, et des césariennes sans pour autant qu'on leur ait demandé leur avis ou qu'on les ait informées dans le processus de soins. Donc, ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte. Je veux dire, une césarienne, ça laisse quand même une cicatrice qui est importante et autres. C'est un choix qu'on doit faire dans le processus de grossesse. Et donc, moi, ça, c'est mon point de vue, bien évidemment, sur ce qui pourrait justement justifier ces chiffres qui sont pour moi vraiment, qui ne devraient pas exister. Là, c'est assez catastrophique comme statistique, là. Absolument. Puis c'est sûr que vraiment ce stéréotype comme de la femme noire qui est vue comme étant très forte puis qui peut tout supporter, j'ai l'impression que c'est comme quelque chose qu'on dit, ah, mais c'est vraiment positif, comme vous êtes vue en tant que forte, mais justement, là, comme tu l'as si bien mentionné, puis on voit qu'historiquement, ça n'a vraiment pas été un avantage, là, cette représentation de la femme noire comme étant forte, puis qui supporte toutes les douleurs à ce point de vue-là. Donc, Exact. oui, non, c'est ça. Puis, non, je pense que c'était vraiment très intéressant par rapport à ça. Ben justement,
la prochaine question est un peu utopique puis idéologique, on va dire, mais c'est plutôt de savoir si tu avais l'occasion de parler au ministre de la Santé ou une personne du gouvernement canadien. Quelles recommandations est-ce que tu lui suggérerais concernant la situation des femmes racisées, que ce soit dans les métiers du soin, donc celles qui exercent le métier en tant que tel, ou alors celles des femmes racisées en tant que patientes? Ouais. Alors, moi, je pense que l'une des recommandations essentielles que je pourrais faire, et à mon niveau, c'est d'aller à la source et de promouvoir pour moi une formation réellement antiraciste des professionnels de la santé et des différents soins. Donc, euh, bien qu'il y ait des formations interculturelles pour le personnel soignant, dans la pratique du soin, bien évidemment, c'est toujours le patient qui est au centre des inquiétudes, on va dire. C'est important que ce soit et que ça considère l'ensemble des métiers de la santé, que ce soit médecin, que ce soit aide-soignante, que ce soit spécialiste, gynécologue. C'est dans les formations initiales d'avoir cette perspective antiraciste réelle. Et je ne dis pas que c'est chose facile, mais c'est à prendre en compte pour moi dans la pratique du soin. Il faut que l'ensemble du personnel soignant soit au fait des conséquences qui sont désastreuses de ce que le racisme dans le domaine de la santé engendre, tant sur le personnel soignant racisé que sur les soignés racisés. Et je ne parle pas seulement des individus racisés noirs, ce sont des personnes autochtones, ce sont des personnes d'origine asiatique, et c'est aussi les personnes d'Amérique latine, par exemple, ou d'Amérique du Sud. C'est un énorme défi dans une société aussi où le racisme est souvent dénié jusqu'à un certain point, on le sait. Et c'est aussi, pour moi, favoriser l'accès à l'ensemble des domaines de la santé aux personnes racisées. On n'en parle pas assez du manque d'accès aux formations initiales et aux métiers les plus prestigieux de la santé aux personnes racisées. Il n'y a pas assez de médecins noirs, il n'y a pas assez de spécialistes qui sont de couleur noire ou de personnes racisées auxquelles la population pourrait se sentir à l'aise de partager un problème ou d'aller vers ces professionnels-là pour avoir un soin et se sentir en quelque sorte en sécurité, entre guillemets. Donc, pour moi, pour moi, là, c'est la seule recommandation que je peux faire en ce moment. Le racisme, c'est un fléau qui a des sources multiples, qui a des définitions multiples, et c'est important de pouvoir, des personnes qui travaillent dans les institutions, d'avoir cette formation-là et d'être au fait de ce que ça peut créer au-delà de disparités dans la société, mais sur les personnes, l'impact que ça a sur les personnes au quotidien. Absolument. Puis c'est ça, je pense que vraiment, tu as touché vraiment un point qui me semble vraiment important au niveau du manque de professionnels de santé qui sont eux-mêmes noirs, en fait, parce que je pense que ça apporterait vraiment, il pourrait vraiment apporter une expertise supplémentaire par rapport aux problèmes qui touchent directement la communauté noire, puis la communauté BIPOC également. Puis ça, même au niveau de la formation antiraciste, je sais qu'au laboratoire Vitrac, on en offre une justement. Puis je pense aussi que c'est vraiment très important, surtout pour le point de santé, je veux dire, pour devenir meilleur, puis aussi développer ses compétences interculturelles qui me paraissent aussi vraiment importantes là, en tant que professionnel de santé. Donc, non, c'était absolument ça. Puis justement, ben, là, on touche directement à ton domaine d'expertise, puisque ben, voilà, on sait qu'on connaît les nombreux impacts du racisme anti-noir en termes d'inégalité, puis discrimination et d'injustice, comme on en a parlé ben, un peu plus tôt dans cet épisode. Mais ça, on voulait voir au niveau des coûts psychologiques, quels sont les coûts psychologiques, puis également mentaux du racisme au sein des populations noires, puis racisées plus en général. Je dirais que les coûts psychologiques du racisme, et moi j'ai utilisé aussi beaucoup ce terme, je l'ai aussi lu dans la thèse d'une psychologue sociale qui s'appelle le docteur Akika. Et elle avait justement parlé justement de ces coûts
psychologiques que pouvaient avoir les discriminations et le racisme et autres. Donc, j'ai vraiment, on va dire que pour moi, cette expression, cette notion représentait bien la profondeur du problème, parce que quand on parle de coût, le coût, il est élevé pour le racisme. Ils sont importants et bien souvent, on a tendance à en oublier finalement les effets traumatiques du racisme. Quand on s'intéresse au racisme, on oublie que des fois, les personnes, on est des êtres humains, c'est des choses qu'on va ressentir, qu'on va percevoir, qu'on va ruminer, auxquelles on va penser. Ça va avoir un impact sur la perception qu'on a de nous-mêmes, sur beaucoup de choses. Donc, ça impacte vraiment les trajectoires personnelles et professionnelles en même temps. Il y a une professeure à l'Université d'Ottawa qui s'appelle le professeur Monica Williams, qui a justement travaillé sur les effets psychologiques et cognitifs des microagressions raciales et des effets post-traumatiques que cela peut avoir. Donc, si le racisme a un impact prouvé sur l'accès aux différentes ressources et qu'il est à l'origine de disparités multiples, je pense que c'est tout aussi important de se pencher justement sur l'impact de ce dernier sur les personnes qui le vivent et comment ça les impacte. Je me répète parce que c'est important. Et je donne un exemple. Moi, j'ai déjà eu à travailler avec des infirmières noires, mais c'était en France. Puis, tu avais tout ce truc sur le stress, le burn-out, la crainte. Il y a des femmes qui se mettaient en arrêt maladie juste pour ne pas aller subir au quotidien des micro-agressions de collègues ou autres. Donc, on est dans un état de stress permanent et on est au travail. On doit soigner des gens, prendre soin de certaines personnes. Donc, est-ce que ça impacte la pratique du soin? Je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que avoir un soin d'une personne racisée à l'hôpital voudrait dire qu'on ait un soin de moins bonne qualité. Non, je ne pense pas. Mais il faut percevoir les choses en termes des personnes noires, c'est des êtres humains. Les personnes racisées, autres, c'est des êtres humains. On vit les émotions et on ressent tous des émotions. Donc, si on est victime d'agressions ou de micro-agressions, que ce soit verbales, comportementales et autres, c'est tout un environnement qui joue contre nous. Et c'est un environnement où qu'on pratique au quotidien. Je veux dire, si tu passes 8 heures au travail tous les jours et que c'est désagréable, quel impact ça a sur toi quand tu rentres chez toi? Il y a des infirmières qui me disaient que quand elles rentraient chez elles, il y avait des problèmes dans la famille parce qu'elles n'étaient pas présentes psychologiquement pour les enfants. Donc, on gère moins bien le stress et autres. Donc, ça a beaucoup de répercussions là. Et c'est aussi, et c'est ce qui m'intéresse, comment le racisme va engendrer un questionnement sur la condition noire de façon générale. Donc, le racisme, il est cognitif. Et la manière dont il imprègne les interactions qu'on aura au quotidien aura une influence sur enfin, les personnes qui en sont au centre de ces interactions. Et par extension, ça a des effets sur la perception de soi et ce qui nous constitue en tant que personne, l'identité. Je ne fais pas de raccourci personne noire, identité ou autre, mais par exemple, aujourd'hui, moi, je m'identifie en tant que femme noire et j'ai pleinement conscience que le fait d'être noire fait partie de mon identité. Donc, l'identité est fortement liée à l'estime de soi et à l'image qu'on se fait de soi-même. Et ce que je cherche à montrer, c'est comment le racisme va avoir un impact sur la façon dont on se perçoit et du coup sur notre condition de personne noire. Oui, et puis j'ai vraiment aimé ça, le racisme est cognitif. Je trouve ça tellement comme puissant comme une phrase parce que j'ai l'impression qu'on le voit souvent comme un problème social, mais on ne pense pas souvent aux effets cognitifs qu'il peut avoir, puisque là, vous en avez vraiment très bien parlé, là, comme de la charge mentale supplémentaire qui est due au racisme, puis aux microagressions, à la discrimination que les personnes noires vivent quotidiennement, puis au fait que tout ça, ben, ça crée un trauma racial, un traumatisme racial qui reste souvent même après de futures générations. Donc, oui, non, absolument. Je pense que c'est vraiment ça. Là. Ouais. Et moi, c'était notre dernière question. Enfin, en tout cas, la dernière question, c'est est-ce que vous avez des commentaires ou des choses à ajouter pour nos auditeurs? Je dirais que moi, mon parcours a fortement été influencé aussi par mon expérience. Donc, moi, je m'identifie enfin, encore comme je le dis, comme une femme noire. Et j'ai eu à fréquenter de nombreuses universités en Europe, en Suisse, en France. J'ai même été jusqu'au Groenland, pour te dire.
Donc, je peux dire que l'expérience, aujourd'hui, la recherche que je fais est fortement aussi influencée par l'expérience que j'ai vécue au quotidien. Ça ne veut pas forcément dire que parce que je suis noire, euh, j'ai la science infuse de ce que représente la race et comment les questions raciales vont influencer les différents rapports sociaux. Mais je pense que c'est des questions qui sont importantes à comprendre et peut-être qu'en montrant que le racisme blesse plus profondément que la carapace externe des personnes racisées, il blesse à l'intérieur énormément et il peut détruire énormément de personnes de l'intérieur. Et c'est important de dénoncer ces choses-là. Donc, je ne dis pas que ma recherche résoudra tous les problèmes de racisme qu'il peut y avoir dans le domaine de la santé, mais j'ose espérer qu'il permettra aussi de dénoncer certaines pratiques et de permettre aux décideurs, aux gestionnaires et au personnel de la santé qui ont ce pouvoir de décision de mettre en œuvre vraiment des pratiques effectives, des formations efficientes, antiracistes, pour permettre aux personnes racisées, et je parle encore une fois pas que des personnes noires, mais d'évoluer dans des conditions de travail appropriées comme tout le monde. Donc voilà. Merci aussi à toi pour cette interview et j'espère que j'ai pu répondre à tes questions de façon assez détaillée. S'il y a quoi que ce soit d'autre à ajouter, j'espère que d'autres jeunes personnes racisées pourront faire des recherches pour agrémenter encore plus ce champ qui se développe. Absolument, non, absolument. Et puis, ta recherche, moi, elle me paraît comme tellement importante, là, sans aucun doute. Puis, je pense que pendant bien trop souvent, on n'a pas pris en compte ou en considération ces enjeux-là raciaux. Et je pense qu'il est vraiment temps aujourd'hui qu'on les étudie. Donc, moi, j'ai aucun doute que ta recherche, là, je pense qu'elle aura vraiment un grand impact à ce niveau-là. Euh, et puis, un grand merci à toi également. De nous avoir rejoints aujourd'hui. Et c'est ça, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés aujourd'hui. C'était Chatting in the City. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt. Merci beaucoup, Leslie. Merci à toi, Sadjo.